Toulouse Impact, en fait, c'est la politique dédiée à l'ESS de la métropole, elle remonte à 2011, mais en fait, on a candidaté en 2019 à un label de l'État qui s'appelle Territoire French Impact, qu'on a obtenu. Et du coup, les partenaires qui mettent en œuvre cette politique et l'ont construite avec nous, on l'a appelé le collectif Toulouse Impact. C'était l'idée aussi de se donner une autre visibilité avec cette marque, entre guillemets, Toulouse Impact, auprès des citoyens, auprès des entreprises, qu'on puisse plus facilement identifier l'économie sociale et solidaire sur Toulouse Métropole. Donc c'est 20 partenaires dans ce collectif. Il y a notamment toutes les têtes de réseau que vous connaissez, qui, la tête de réseau, donc la CRES, puis les têtes de réseau associatives, coopératives, les financeurs solidaires, dont IES qui est là, France Active, et d'autres acteurs, enfin je ne les cite pas tous, mais il y a l'agence intercalaire aussi sur le volet hébergement, il y a les IF bien sûr, et les trois lieux totems en fait qu'a évoqué Adriana. L'idée c'est qu'on se réunit régulièrement, on continue à faire évoluer cette politique en fonction des besoins qu'on perçoit sur le terrain, notamment parce qu'on a un parcours entreprise qui est dédié à ces structures, à ces porteurs de projets, depuis l'émergence jusqu'au développement, au changement d'échelle, quel que soit le stade d'avancement. Et donc on perçoit régulièrement les besoins, donc on fait évoluer tout ça. Et notamment, une des évolutions récentes, c'est de créer un programme d'animation dédié parce que c'est vrai qu'il y a les pauses d'âge des IF, mais chacun faisait un peu des choses de son côté. Et donc on s'est dit que ce serait intéressant de regrouper et de renforcer aussi avec de nouvelles animations, de nouveaux événements, comme l'événement Toulouse Impact qui a eu lieu le 15 octobre. On n'avait pas d'événement annuel pour se rassembler tous, donc on essaye d'aller vers là. Il y a notamment l'appel à projet, les prix Toulouse Impact qui ont été créés l'année dernière aussi parce qu'on n'avait pas d'outils pour venir soutenir les structures, d'outils plus financiers. Et donc cette rencontre elle s'inscrit là-dedans, c'est-à-dire que les pauses déj du coup se décentralisent aussi sur d'autres lieux totems qu'on essaye d'accompagner dans leur développement, dans leur identification aussi dans cet écosystème-là. Et donc aujourd'hui, c'est l'idée de faire une pause déj sur le défi 2, parce que donc on est sur 3 priorités en termes de filières, entre guillemets. C'est l'inclusion, l'économie circulaire et l'alimentation durable. Et donc là, on est dans le cadre du défi 2 avec les lauréats Toulouse Impact 2021, que je félicite à nouveau du coup. Donc moi, je suis Antoine Escande, donc je suis l'un des 2 cofondateurs avec Simon de la société Ilia. Et je suis en charge du coup des développements techniques de la société. Je vais juste que tu te présentes aussi vite fait, et on présente Ilia en elle-même. Ouais. Du coup, Simon aussi est cofondateur d'Ilia, plutôt en charge de la partie du développement commercial et stratégique de l'entreprise. Voilà. Si vous voulez faire une petite présentation et dire aussi quel type de projet vous avez présenté. Du coup, Ilia, on est une société créée il y a bientôt 2 ans. C'est un projet qui a presque 3 ans maintenant. On développe des produits qui permettent de réduire la consommation en eau et en énergie dans la salle de bain, notamment dans la douche. Et le projet pour lequel on a été lauréat de cet appel à projet Toulouse Impact, c'est notre douche cyclique, donc une douche qui recycle l'eau et qui permet de diviser sa consommation en eau et en énergie par 10 en moyenne, si on compare aux consommations moyennes en France. Avant d'avoir même été lauréat de l'appel à projet Toulouse Impact, on était accompagné par Toulouse Métropole à travers l'incubateur Première Brique et aussi depuis juin dernier par les pépinières de Toulouse Métropole, puisqu'on est installé à la pépinière Pierre Potier. Pour donner un tout petit peu le contexte de comment est né Ilia, on s'est rencontrés tous les 2 en école d'ingénieur, on a fait notre parcours ensemble. On est rentré à l'école d'ingénieur à Toulouse en voulant fabriquer des avions parce que c'est la région. Et en fait, tout au long de notre parcours, on a eu tout un questionnement sur qu'est-ce qu'on voulait faire de notre vie, comment on voulait se sentir utile. Et c'était plus l'aviation qui nous attirait. Et on s'est interrogé qu'est-ce qu'on pouvait faire de notre savoir-faire d'ingénieur pour être utile à la transition. Et on a eu envie de créer une entreprise pour mettre nos valeurs au cœur de notre projet. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Ilia, qu'on a voulu intégrer dans l'ESS. Il a fallu faire un peu d'épreuves parce qu'une société commerciale créée par 2 ingénieurs qu'on peut appeler start-up parce qu'il y a un produit innovant, on est toujours un peu méfiant en disant est-ce que c'est une volonté de pouvoir la revendre, faire une grosse plus-value et repartir. Nous, pour intégrer nos sociétés dans l'ESS, on a voulu avoir l'agrément ESUS, donc on a mis en conformité nos statuts pour intégrer des limitations des rémunérations dans la société, mettre un organe de gouvernance qui va aussi surveiller notre appartenance à l'ESS, mettre une finalité sociale dans nos statuts. Et notre but avec Ilia, c'est de proposer des produits, donc c'est quand même de la technologie. Ça peut être innovant, mais ça peut être aussi low-tech, mais qui vont permettre
dans nos quotidiens, de changer nos gestes du quotidien. Donc c'est réduire, repenser nos gestes du quotidien pour réduire la consommation en énergie et en ressources, notamment en eau. Donc on s'intéresse au premier lieu à la douche, parce que c'est le premier poste de consommation en eau potable dans la maison. Ça représente 40% de la consommation qu'on a dans la maison. En moyenne, en France, la douche, c'est 80 litres d'eau. Et on oublie un peu, parce que depuis qu'on est gamin, quand on ouvre le robinet, il y a de l'eau qui coule chaude pratiquement à l'infini. Et on a voulu interroger cette manière de prendre des douches en proposant un recyclage en instantané et en local de l'eau dans la douche. Donc pour ça, on a une colonne qui contient dans notre système, qui pompe l'eau dans le receveur, qui est fait passer par des filtres pour nettoyer. Elle est stérilisée avec de l'UV, elle est réchauffée pour rester confortable, elle est renvoyée en direct dans la douche. Donc tout le long de la douche, tout le long du temps de recyclage, l'eau est un volume fermé qui fonctionne en circuit fermé. Et donc ça permet d'arrêter de prélever l'eau sur le réseau quand on prend une douche et de conserver un confort sans pour autant consommer plus d'eau et plus d'énergie. On économise aussi de l'énergie parce que toute l'eau qu'on prélève dans le bac à douche, elle est encore chaude, elle est encore tiède, elle a perdu un peu de température, mais le réchauffeur qu'on met dans la boucle permet juste de maintenir la température et ça consomme beaucoup moins d'énergie qu'il aurait fallu pour chauffer l'eau de zéro. Donc le système permet d'économiser à la fois de l'eau et de l'énergie. Et je sais pas si tu... Aujourd'hui, on n'a pas encore commencé à commercialiser cette solution. Il y a un temps de développement qui est assez long sur un produit technique, notamment un produit qui va ensuite s'intégrer dans des bâtiments, donc qui doit répondre à certaines normes et réglementations aussi pour s'installer. Donc c'est un temps de développement qui est assez long, et là l'appel à projet Toulouse Impact nous a permis d'avancer sur la fabrication des premiers démonstrateurs qui vont permettre aussi de tester en situation réelle cette douche. Donc on a un premier démonstrateur là qu'on a présenté pour la première fois au festival Toulouse Innovante et Durable le week-end dernier, et qu'on présentera au salon Co26 jeudi qui vient, qui permet de démontrer le système en taille réelle, et puis les versions suivantes permettront de tester ce système de douche cyclique. Vous ne savez pas que le mettre dans la douche partout. Première question. Première question, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Est-ce qu'on pourrait recycler les autres eaux en fait de la maison ? Dans un premier temps, nous on s'est concentré sur l'eau de la douche parce que, comme disait Antoine, c'est la plus grosse consommation qu'on a en eau dans le foyer, et c'est aussi l'eau sale la plus propre de la maison, comparée à l'eau de la vaisselle par exemple, ou du lave-linge. C'est une eau qui est finalement moins chargée en polluants ou en détergents, donc elle est un peu plus simple aussi à recycler. On pourrait imaginer un système similaire, sur le même principe pour les autres usages. Ce qui est plus compliqué, c'est les filtres ne seront pas forcément les mêmes, ou l'installation ne serait pas forcément la même. Il y a des entreprises qui essayent de faire en sorte de récupérer toutes les eaux de la maison, de les traiter et de les renvoyer ensuite pour tous les usages de la maison. Et ça en fait des systèmes qui sont très complexes, et notamment en termes de normes, puisque ça veut dire avoir différents réseaux d'eau dans la maison. Il y a le réseau d'eau potable, le réseau d'eau grise qui n'a pas encore été traité, le réseau d'eau grise traité, et ça rend les choses aussi plus complexes. Donc c'est pour ça qu'on s'est concentré sur un système en local dans la douche qui prend l'eau de la douche pour la réutiliser dans la douche. Et on a parlé de la douche cyclique parce que c'est le projet qu'on a présenté dans le cadre de l'appel à projet Toulouse Impact. Et on a un second produit qui est beaucoup plus simple en termes à la fois de fabrication mais aussi d'installation. Parce que la douche cyclique, ça demande forcément d'avoir un peu de travaux. Donc c'est soit dans le cadre de logement neuf ou de la rénovation, parce qu'il faut qu'on accède sous la douche pour avoir accès à l'évacuation de l'eau. Et du coup, quand on parlait de ce produit de douche cyclique et qu'on disait qu'en moyenne en France, c'est 80 litres d'eau par douche, on étonne beaucoup de gens. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un premier levier qui permettait de réduire la consommation en eau et en énergie. C'est déjà de prendre conscience, d'être conscient de combien on consomme. Et donc on a imaginé une petite sensibilisation qui affiche uniquement en instantané l'eau qu'on a utilisée, et qui nous rappelle que oui, tout le temps qu'on passe à juste chantonner sous la douche, il y a de l'eau qui s'écoule et de l'énergie, parce que l'eau est chauffée généralement. Et donc c'est un premier pas pour dire, est-ce que j'arrive à changer ma pratique avant de mettre de la technologie dans ma douche ? Est-ce que moi, en passant moins de temps sur ma douche, je peux réduire de ma consommation en prenant une douche moins chaude ou moins longue ? Et si on se rend compte qu'on n'arrive pas à ça, soit on va mettre des solutions technologiques pour réduire le débit, donc des réducteurs de débit, ou bien des pommeaux plus économes, voir si on apprécie cette douche longue, parce que c'est pas qu'un temps d'hygiène la douche, c'est aussi un temps de détente. Là, c'est parti de mettre une douche à recyclage, parce qu'on va pouvoir
si on n'arrive pas à changer sa pratique, à rendre cette pratique plus écologique. Donc c'est là qu'on a notre outil de sensibilisation qui est un premier pas, et sinon on a le recyclage en instantané en local avec notre outil. Alors vu qu'on est dans une phase de conception, on n'a pas encore fait la phase d'industrialisation, c'est à valider. Le principe qui est fixé, qui est visé, c'est autour de 2000 à 2500 euros. Voilà pour le système de recyclage. Ouais. Alors que l'outil de sensibilisation, vu que c'est uniquement un capteur, c'est autour de 50 euros. Bonjour à tous, moi je m'appelle Mathieu, je suis président et cofondateur de l'entreprise Les Alchimistes, la filiale toulousaine. Notre métier c'est de collecter les déchets organiques en centre-ville plus généralement, et de les composter. Toujours en centre-ville, l'idée c'est d'éviter de faire parcourir des kilomètres à nos déchets organiques et surtout les sauver de l'incinération pour que cette matière carbonée puisse retourner dans les sols de manière à réenrichir les sols. Je suis président de l'antenne toulousaine, donc on est une emprise locale mais on est un réseau national, donc on a la force du réseau national et la chance d'avoir cet ancrage local. On est présent dans 8 territoires en France, on a démarré, du coup moi j'ai participé à la création et au lancement à Paris. On a été la première région à ouvrir après Paris, on s'est fait doubler par Lyon, rattraper par Lille, et on a ouvert maintenant à Toulon, Marseille, Nantes, l'île de la Réunion, et on est donc présent dans 8 villes et on va en ouvrir 8 de plus en 2022 a priori, donc ça va très très vite. L'idée c'est vraiment de proposer une solution de collecte des biodéchets et de traitement des biodéchets. Ce qu'il faut savoir c'est que 85% des déchets organiques partent dans le flux classique, donc dans le tout venant, dans les sacs plastiques, on le met devant chez nous, ça part, c'est incinéré. Ou enfoui, parce que c'est ce qui coûte le moins cher, d'incinérer ou d'enfouir du déchet. Donc l'enjeu c'était vraiment de trouver des solutions pour les collecter de la manière la plus vertueuse possible et en consommant le moins d'énergie possible, en désencombrant les villes, en imaginant des modes de collecte un peu différents et surtout des solutions de traitement qui permettent de valoriser cette matière, de la transformer en compost, du coup en amendement organique, en nourriture pour les plantes, parce qu'aujourd'hui il existe plusieurs filiales, donc classique enfouissement ou incinération, et des filiales un peu plus vertueuses comme la méthanisation ou le compostage. Mais finalement, il y a très très peu d'installations en France qui permettent de traiter des gros volumes. Par contre, il y a 122 énormes incinérateurs sur le territoire français. Donc on se dit, voilà, comment on va pouvoir sauver plutôt ces déchets de l'incinération. Et donc on a testé un certain nombre de choses avec des collectes auprès des professionnels tout d'abord, dans les centres-villes avec des collectes en vélo électrique plus remorque, ensuite avec des collectes en camion type véhicule léger avec haillons. Puis des collectes auprès des professionnels toujours en bateau. C'est une expérimentation qu'on a menée ici à Toulouse, la collecte via le canal du Midi. Et à Paris, on teste des collectes à cheval, plutôt sur l'axe particulier. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller capter les déchets où ils se trouvent et de toutes les façons possibles et de la manière la plus vertueuse possible. Ensuite, ces déchets arrivent chez nous. Et nous, on se charge de les retrier quand ils ont été mal triés. Ensuite, tout un processus où on vient broyer le déchet, le presser, le mélanger avec du bois broyé, ensuite le composter. Donc finalement, ce que faisaient nos grands-parents dans le fond du jardin, mais de manière un petit peu plus industrielle. Aujourd'hui, on a 3 sites de traitement à Toulouse, 8 salariés, 2 vélos, un camion. On embauche une nouvelle personne là ce mois-ci pour toujours le job de collecte. Et l'idée, c'est vraiment d'aller mailler le territoire avec plein de petits centres de traitement. Petits, c'est des centres qui vont quand même accueillir 2 tonnes jour, donc c'est pas tout petit non plus, mais on va dire semi-industriel. Et d'aller à chaque fois optimiser du coup les déplacements et d'aller tout le temps dans les centres les plus logiques. On connaît du coup bien les imaginations fertiles et j'ai participé à la première pause déj des alchimistes, je dirais il y a 3 ans et demi, 4 ans. On est super content d'être là de nouveau. On a partagé des bureaux, partagé des ateliers, donc voilà. Et on est en phase complètement de développement. Le prix Toulouse Impact nous a pas mal aidé pour payer nos salariés sur du fonctionnement. Et là, on vient de terminer une étape de levée de fonds pour ouvrir un site grosse capacité qui se trouve au nord de Toulouse, dans la zone de Fondère, proche du Mine. Et voilà, on vous invitera bien sûr aux inaugurations le moment venu. Voilà, on s'attaque aussi à d'autres marchés autres que les professionnels, ce sont les particuliers, où là on dépose des bornes d'apport volontaire chez des Biocoop, chez des Carrefour, chez des Intermarchés, plutôt en centre-ville, où les gens viennent déposer les déchets en autonomie. Nous on se charge de les collecter, de les traiter. Donc il y a 5 points d'apport volontaire ici à Toulouse, métropole. On essaie d'en développer un petit peu plus avec la métropole parce que c'est une compétence qui appartient aux villes, la collecte des déchets des particuliers. Donc il y a 2 grandes réglementations, une pour les professionnels qui leur dit vous allez devoir valoriser vos biodéchets à partir du moment où vous faites 10 tonnes par an. Là on revient dans le passé, on était en 2016. La réglementation évolue, elle nous dit à partir de 2023 ce sera 5 tonnes, en 2024 ce sera premier kilo. Donc particulier,
professionnels. En 2024, on n'aura plus le droit de jeter du déchet organique à la poubelle. La première réglementation pour les professionnels, c'est la Grenelle 2, et la réglementation pour les collectivités territoriales, c'est la loi Egalim. Et elle fixe un objectif où elle dit: collectivité territoriale, vous allez devoir tout mettre en œuvre pour proposer une solution pour vos administrés, mais aussi pour tous vos établissements. Donc ça veut dire toutes les écoles, tous les collèges, tous les lycées, les restaurants sociaux, les restaurants des agents. Donc c'est vraiment, on va vraiment élargir là le champ d'action. Seulement, il n'y a toujours pas de centre de traitement. Donc effectivement, il va falloir aller vite et construire des gros centres de traitement qui permettent de traiter les déchets. Seulement, c'est hyper réglementé, que ce soit pour le transport, que ce soit pour le traitement, que ce soit pour la commercialisation du compost, parce que nous, on s'occupe de faire toute la chaîne de valeur. On collecte, on traite et on commercialise le compost. Là, on a réussi à avoir toutes ces certifications. Maintenant, il n'y a plus qu'à, et on est en phase de changement d'échelle. Là, il y a un projet typiquement toulousain de collecte et de valorisation des urines qui est mené dans le cadre d'un appel d'offres Toulouse Métropole qu'on a gagné la première année avec 4 points de récupération en centre-ville, à Saint-Pierre, à Dorade et dans les rues commerçantes. L'idée, c'était d'éviter les incivilités et d'éviter d'uriner dans de l'eau potable et donc d'aller tester de nouvelles choses, de nouvelles filiales. Donc on se charge de la collecte et on s'est chargé pendant 1 an de la valorisation avec 2 chercheuses où on l'a déshydraté, on l'a dilué, on a fait des engrais, on a testé un certain nombre de choses, notamment sur des cultures de fleurs ou de plantes qui ne sont pas à destination humaine, parce que c'est compliqué. Depuis septembre de cette année, on s'est associé, si je puis dire, avec une entreprise bordelaise qui s'appelle Toupie Organique, et pour qui donc du coup, nous on a toujours le marché de collecte et de traitement sur 8 uri-trottoirs maintenant disposés dans la ville de Toulouse, donc le parc a doublé. On se charge toujours de la collecte, par contre on est accompagné par une entreprise bordelaise qui valorise l'urine et qui est sur le point de la commercialiser, donc ça c'est vraiment un gros point. Ils viennent chercher à chaque fois 25 000 litres d'urine et ils repartent à Bordeaux pour faire de la recherche. À savoir que sur ces uri-trottoirs, on collecte à peu près 500 litres par jour aujourd'hui, en vélo, toujours. Sauf la Dorade, quand c'est plein, on ne peut pas y aller en vélo, ce qui fait 450 litres. Donc c'est quand même des gros volumes. C'est un processus au départ avec des litières à base de sciure, et maintenant on a changé de procédé, on met de l'acide lactique à l'intérieur de manière à stabiliser l'urine, soit on la basifie, soit il y a un certain nombre de méthodes pour la stabiliser. Et on espère qu'elle sera commercialisée prochainement. Et un autre petit projet sympa et qu'on espère qui va ouvrir ici à Toulouse à l'échelle semi-industrielle, c'est un projet de valorisation des couches culottes de bébé, où ça fait déjà 4 ans et demi qu'on est sur le sujet. L'idée, c'est d'aller chercher cette matière qui est pareil, qui est un super engrais, très sain, sans traces de produits chimiques, sans traces médicamenteuses. Au début, on l'a fait avec des couches qui n'étaient pas compostables. Maintenant, il y a des entreprises qui développent des couches 100% compostables. Notre rôle, ça a été de les accompagner sur la compostabilité de ces matières du futur, donc de savoir est-ce que ça allait bien se composter, se détériorer dans les sols. Et là, on arrive sur une couche qui va bientôt être commercialisée aussi. Il y a 3 grandes marques qui vont bientôt commercialiser des couches compostables. Et l'idée, c'est d'aller faire une expérimentation avec une vingtaine de crèches, Sicoval ou Métropole. Pour l'instant, c'est les pistes qui se dessinent. La grosse difficulté pour nous, c'est de trouver du foncier. Voilà, donc 10 000 m², si vous avez ça, avec l'eau, l'électricité, voilà, les raccordements aux eaux usées, on est preneurs. Rien que ça. Eh bien, c'est ce que j'expliquais, c'est que là, on avait une phase avant de levée de fonds et on avait besoin de fonds surtout pour le fonctionnement, donc pour payer les salariés, et 100% de ce fonds vont être dédiés à ça, et ont été dédiés à ça. Voilà. Eh bien, moi, je suis Alice Pavillet et j'ai rejoint le projet Consigne Up au mois d'avril de cette année. Donc, ça fait quelques mois que je suis en charge du développement de cette démarche qui vise à remettre sur le territoire le principe de la consigne de bouteilles de verre qui aujourd'hui a disparu depuis une trentaine d'années, mais qui a laissé un bon souvenir dans la mémoire de nos anciens et qui représente un geste aujourd'hui facile à retrouver pour les jeunes générations. Consigne Up, c'est un projet environnemental qui s'inscrit également dans le champ de la réduction des déchets. Environnemental, pourquoi? Mais bien parce que Consigne Up intervient, la consigne est complémentaire au recyclage du verre. Aujourd'hui, on a pris cette habitude de recycler le verre, de sortir le verre de nos déchets et d'aller le recycler.
Et c'est un discours qui est quand même bien établi auprès des industriels. Ce que ne sait pas le grand public, c'est que recycler du verre est très énergivore. Cela suppose de récupérer la bouteille, de les laver avant de les fondre à des températures, à des hautes températures, pouvant aller jusqu'à 1500 degrés pendant 24 heures. Alors que pour laver une bouteille, il suffit de la tremper 20 minutes dans de l'eau chauffée à 80 degrés. Donc en termes d'émissions de gaz à effet de serre, le choix de la consigne est tout à fait dans l'air du temps quand on voit la clôture de la COP26 à Glasgow et cette incrédulité des citoyens et des citoyennes face au pouvoir public aujourd'hui qui peinent à se mobiliser, qui affichent des volontés mais qui peinent à trouver du concret pour faire changer et accompagner le changement d'habitude. Ensuite, Consignop, c'est aussi une approche de dimension sociétale. Aujourd'hui, nos bouteilles de verre sont considérées par nous tous, mais aussi par les collectivités comme des déchets. Il faut savoir que le verre, l'emballage verre représente la moitié des déchets quand on considère l'ensemble de nos emballages qui vont à la poubelle. Le verre représente en termes de poids la moitié de ces déchets. Et que le fait de pouvoir sortir les bouteilles de verre de cette catégorie déchets pour considérer cette bouteille non plus comme un déchet mais comme un bien commun, entre guillemets, qui circulerait de main en main, eh bien on trouve là une dimension sociétale tout à fait intéressante sur laquelle Consignop s'appuie pour pouvoir lancer son activité. Il faut savoir que nous avons lancé cette démarche suite à une initiative citoyenne en 2019. Une poignée de Toulousains s'est réunie en se disant que c'était trop dommage de recycler du verre et d'être dans cette déperdition d'énergie, de cette perdition énergétique. Et s'est mobilisée, est allée à la rencontre des producteurs locaux, de quelques magasins, boutiques du centre-ville pour tester le fait d'accompagner, de sensibiliser les consommateurs au geste retour. Et ce test a rencontré un écho très favorable, très positif, et c'est ce qui a permis d'enclencher le prototypage de l'activité. Et actuellement, nous sommes sur la fin de ce prototypage. Aujourd'hui, en vous parlant, nous sommes en capacité de collecter la bouteille, de la laver et de la revendre aux producteurs. Le cycle complet a été éprouvé. Ce qui nous montre qu'il y a une attente de la part des producteurs, qu'il y a une attente aussi de la part des citoyens et que les magasins sont prêts aussi à faire évoluer leurs habitudes pour faciliter le geste retour des bouteilles. Ce projet s'inscrit dans une logique de dynamique de territoire importante. C'est une véritable structuration de filière qui est en train de se mettre en œuvre. Qui valorise les producteurs, qu'ils soient producteurs de jus, qu'ils soient producteurs de vin. La région Occitanie est la première région agricole de France avec bon nombre de vignerons, mais aussi une concentration importante de brasseurs indépendants, plus d'une centaine aujourd'hui recensés dans mes tableaux Excel. Et du coup, de se mettre en relation avec les producteurs, c'est une grande partie de notre mission, tout simplement parce qu'il faut pouvoir aujourd'hui pour pouvoir laver les bouteilles, il faut faire le choix d'étiquettes avec un papier spécifique et surtout des critères, des cols qui répondent à des critères de lavage, des cols hydrosolubles. La technologie, le progrès ont fait évoluer beaucoup le système d'encollage des étiquettes, aujourd'hui qui se procède beaucoup par principe d'étiqueteuse, mais représente de grosses difficultés pour pouvoir être lavé correctement. Et Consignop, depuis 2019, est monté en expertise en travaillant aux côtés des imprimeurs, en travaillant aux côtés des producteurs pour étudier les types de colle, les types de papier. Et aujourd'hui, nous avons pu établir un cahier des charges qui nous permettent de définir, d'accompagner les nouveaux producteurs qui rejoindraient la consigne vers le bon choix, le meilleur choix en termes d'étiquetage.
Structuration de filière aussi, puisqu'il faut accompagner les magasins. Aujourd'hui, on en compte une 60aine sur la métropole toulousaine et une forte demande, une forte appétence aussi des épiceries indépendantes, mais aussi de d'une grande chaîne bio dont je ne citerai pas le nom, mais qui est très volontaire dans le champ du bien manger et aussi qui apporte du sens et de la valeur à un achat responsable et qui remet au goût du jour massivement la consigne auprès de la marque de cette grande chaîne bio et qui du coup s'appuie sur les opérateurs logistiques de territoire comme ConsigneUp sur Toulouse. Il faut savoir que ConsigneUp n'est pas une démarche isolée. Nous fonctionnons en réseau avec d'autres projets de consigne à l'échelle nationale, ce qui fait qu'une bière produite ici peut être offerte et consommée en Bretagne. Elle trouvera localement des opérateurs comme ConsigneUp qui se structurent, qui maillent le territoire pour récupérer, laver et revendre la bouteille. Donc tout un travail, je vous laisse imaginer aussi, de réflexion et de structuration autour de la standardisation des bouteilles. Les verriers ont bien saisi cet impact écologique en réduisant toujours année après année, en affinant le verre pour qu'il soit le plus léger possible, pour que les émissions de gaz à effet de serre au moment des transports soient limitées. Et aujourd'hui, nous, on arrive en disant, nous, on veut du verre solide, on veut des bouteilles beaucoup plus lourdes, pour qu'on puisse les réutiliser 1, 2, 5, jusqu'à 30 fois. Une bouteille suffisamment solide pourrait, dans l'idéal, être réutilisée jusqu'à 30 fois. Je ne sais pas si vous avez eu cette opportunité, la chance de voyager, ne serait-ce que dans la zone européenne, en Allemagne, en Belgique, dans les pays du Nord. La consigne n'a jamais disparu et pour les consommateurs, c'est habituel de voir une bouteille avec une usure sur les zones de frottement, signe que la bouteille fait partie d'un cycle. Aujourd'hui, on pourrait déplorer la disparition de la consigne, mais le fait de partir d'une page blanche, finalement, on intègre les critères écologiques de manière bien plus prégnante que les consignes telles qu'elles se pratiquent dans les pays du Nord. Et c'est aussi un avantage. Le côté innovant, moi ça me fait toujours sourire de penser la consigne comme un projet innovant, mais malgré tout, aujourd'hui cette démarche elle est innovante d'un point de vue sociétal et environnemental parce qu'on en comprend facilement les bienfaits et la facilité de convaincre aussi les citoyens à pratiquer, encourager le geste retour. La spécificité toulousaine, c'est que nous, pour valoriser cette consigne et accompagner les citoyens, nous pratiquons la consigne financière. Vous connaissez ces gobelets-là sur les festivals. Il n'y a plus aucun problème à laisser l'euro de consigne pour pouvoir le récupérer à la fin de la fête. C'est le même principe que nous souhaitons développer dans les magasins. Au moment du passage en caisse, les équipes de vente sont formées par ConsigneUp pour sensibiliser les consommateurs au fait que le produit est vendu dans un emballage consigné, qu'il est facturé 30 centimes et que ces 30 centimes sont complètement transparents et surtout restitués au moment de la restitution de la bouteille de verre lorsque les clients ramènent la bouteille. La grande question qu'on pourrait se poser, c'est l'intérêt pour les magasins de jouer ce rôle-là d'intermédiaire entre les producteurs et les consommateurs et aujourd'hui ConsigneUp. Eh bien, l'intérêt, c'est que les responsables de magasins le savent bien. Le fait d'inciter à revenir en magasin, on ne revient pas juste pour ramener une bouteille. En général, on a aussi, en tant que consommateur, un esprit pratique. On associera ce geste retour avec un panier moyen. Et chaque client représente un panier moyen. Et cette fidélisation de la clientèle est un argument en faveur de la remise au goût du jour de la consigne dans le réseau.
Que dire de plus? Moi, si on ne m'arrête pas, je peux parler pendant des heures sur la consigne parce que ça, voilà, ça anime une flamme. Aujourd'hui, c'est un projet qui fait sens, qui est porteur de valeur. C'est moi qui suis au premier contact avec les producteurs. Des fois, ils ont entendu parler de Consigne Up, des fois pas du tout. Ils découvrent cette démarche. À aucun moment, on m'a dit « Non, mais ce projet, merci, non merci ». Il y a toujours une écoute attentive, respectueuse et même curieuse. Ça peut prendre du temps. Il faut savoir qu'un producteur qui est aujourd'hui motivé pour pouvoir intégrer la consigne dans sa chaîne de production, cela peut prendre plusieurs mois avant de pouvoir collecter et nettoyer ses bouteilles du fait de ce changement d'étiquette, de travailler avec l'imprimeur, de tester le lavage et si ça ne marche pas, il faut recommencer, etc. Donc c'est un processus qui est lent à mettre en œuvre, mais qui est solide, qui s'intègre complètement dans le paysage sur le territoire de l'ouest de l'Occitanie, puisque nous avons des consoeurs. Je dis des consoeurs parce que dans les porteurs de projets de consigne, il y a une majorité de femmes. Moi, ça m'a interpellée et je suis contente que dans les projets industriels émergents, la présence féminine soit forte et que c'est important de le souligner. Donc pour pouvoir remettre la consigne, j'ai encore plein d'eau, merci. Pour que ce soit efficace à l'échelle du territoire de l'Occitanie, on a besoin de se connaître, on a besoin d'échanger ensemble, de se répartir le territoire. Aujourd'hui, nous avons une approche de développement sur des principes coopératifs. Consigne Up aujourd'hui est une association, loi 1901, mais se structure vers une transformation juridique de SIC, de société coopérative d'intérêt collectif. Et nous souhaitons intégrer au sociétariat l'ensemble des parties prenantes que j'ai évoquées dans la présentation de Consigne Up, à savoir les producteurs, les magasins, les imprimeurs, les opérateurs logistiques, ainsi que les salariés, pour réfléchir ensemble de manière désintéressée à un projet à fort impact environnemental avec des enjeux sociétaux importants également et qui nous a semblé naturel d'être dans le prolongement d'un fonctionnement déjà en cours, déjà établi, pour pouvoir associer tout le monde aux décisions, pour que chacun comprenne la réalité de l'autre et être en mesure de faire des compromis, que ce soit sur l'achat, le montant d'une bouteille à l'unité, que ce soit la contrainte des imprimeurs. On joue un peu à vie ma vie pour comprendre un petit peu pourquoi je te demande de faire des efforts et je t'explique pourquoi si ce cahier des charges, ces critères ne sont pas respectés, ça met en péril l'ensemble de la filière. Et cette écoute, elle trouve un écho positif et favorable que je trouve très enthousiasmant au quotidien en tout cas.